Ma sœur savait que j'avais des projets pour les vacances de printemps, et pourtant elle m'a imposé la garde de ses enfants. Quand j'ai refusé, le visage de ma sœur est devenu rouge. Mon père a lancé sèchement, « Pourquoi es-tu si égoïste? Tu ne penses qu'à toi-même. » Je n'ai rien dit et je suis sorti. Le lendemain matin, ils se sont présentés à ma porte avec les enfants comme toujours. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'était une simple note. Après l'avoir lue, ils ont commencé à crier. Je m'appelle Élise Laurent. J'ai 32 ans et, à un moment donné, ma famille a décidé que mon temps libre leur appartenait. Ma sœur sait que je planifie mon voyage pour les vacances de printemps depuis des mois. Elle sait que j'ai demandé des congés, réservé les vols avec des amis et compté les jours sur mon calendrier. Puis elle a annoncé que sa nounou s'était désistée et que je garderais ses enfants à la place. Ce n'était pas une question. C'était une décision balancée au milieu du dîner chez mes parents. Comme si mon voyage n'était qu'un autre projet qu'elle pouvait annuler. Mes parents n'ont pas semblé surpris. Ils se sont simplement tournés vers moi, attendant la même réponse que j'avais donnée trop de fois auparavant. Cette fois, j'ai dit non. Je n'ai pas élevé la voix ni énuméré tout ce que je perdrais. J'ai simplement dit que je partais pour les vacances de printemps et que je ne resterais pas à la maison pour garder les enfants. Le visage de ma sœur est devenu rouge d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le genre de colère qui dit « Tu viens de briser une règle familiale tacite ». C'est alors que mon père est intervenu, la voix dure, demandant pourquoi j'étais si égoïste et pourquoi je ne pensais qu'à moi. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mon sac, je suis sorti et je suis rentré chez moi, le cœur battant si fort que mes mains tremblaient. Le lendemain matin, ils se sont présentés à ma porte avec les enfants. Avant de vous raconter ce qu'elle a dit et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Quelques soirs avant cette confrontation houleuse, ma vie semblait encore presque normale. Je travaille près de l'aéroport de Roissy dans un emploi qui dévore mon énergie et mes week-ends si je ne fais pas attention. Ainsi, planifier une vraie pause me semblait presque impossible depuis des années. Le voyage de printemps a commencé comme une blague dans une discussion de groupe avec des amis de la fac et est lentement devenu quelque chose de réel. Les alertes de prix pour les vols, le partage d'une location face à l'océan, les disputes pour savoir qui cuisinerait quel soir. J'ai déplacé des quarts de travail, supplié pour avoir des jours précis de congé et regardé mes heures de vacances disparaître du portail de l'entreprise une par une. Ma sœur aînée, Delphine, connaissait chaque détail parce que j'avais été assez enthousiaste pour lui en parler. J'ai parlé de la compagnie aérienne que nous utilisions, de l'heure matinale du vol et du fait que je devrais quitter mon appartement pour l'aéroport avant le lever du soleil. Elle a écouté, posé des questions pratiques sur le poids des bagages et l'assurance voyage, et n'a jamais laissé entendre une seule fois que mes projets pourraient être un problème pour elle. Le fait est que Delphine me traitait comme sa nounou attitrée bien avant que ce voyage n'existe. Quand elle a eu des enfants pour la première fois, cela a commencé petit. Elle m'appelait pour me demander si je pouvais passer une heure pour qu'elle puisse faire une course seule. Je me disais que ce n'était pas grand-chose. Une heure s'est transformée en un samedi après-midi, puis en soirées entières où je restais sur le canapé avec des dessins animés en fond pendant qu'elle sortait tard avec son mari. Mes parents me voyaient si souvent avec les enfants qu'ils l'ont simplement intégré au récit familial. Quand ils parlaient du besoin de Delphine de faire une pause, mon nom était toujours la réponse suspendue dans l'air. Je vis seul. Je n'ai pas d'enfant. Je loue un 2 pièces au lieu d'une maison. Donc, dans leur esprit, mon temps doit coûter moins cher que le sien. Au cours de la dernière année, j'avais commencé à prendre du recul. J'ai arrêté de dire oui automatiquement. J'ai laissé certains appels aller sur la messagerie vocale et j'ai dit à Delphine que je ne pouvais pas garder les enfants les soirs de semaine lorsque j'avais des quarts de travail tôt le lendemain matin. Elle n'a pas aimé le changement. Le ton de ses messages est passé de reconnaissant à impatient, et elle a commencé à m'envoyer des horaires au lieu de questions, comme si mon calendrier existait pour être rempli autour du sien. Il y a eu une soirée qui aurait dû m'avertir jusqu'où elle était prête à aller. Je m'apprêtais à me connecter pour une formation en ligne obligatoire quand elle a appelé. La voix déjà en mode crise, disant que sa garde de secours s'était désistée et qu'elle était déjà à moitié sortie de chez elle. Avant que je puisse traiter ce qu'elle voulait dire, on a frappé à mon appartement et 2 petits sacs à dos sont tombés lourdement sur mon paillasson.
ma formation a fini par tourner en arrière-plan en mode muet pendant que je distribuais des collations et essayais d'empêcher les enfants de se battre pour une tablette. Delphine les a récupérés 3 heures plus tard, joyeuse et fatiguée, me remerciant comme si elle venait d'emprunter un pull. Après cela, j'ai essayé d'être plus direct. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un préavis d'au moins un jour si elle voulait mon aide, que mon travail ne me permettait pas de tout laisser tomber juste parce qu'elle décidait de quitter la maison. Elle a hoché la tête, a dit qu'elle comprenait, et en moins d'une semaine, elle m'envoyait par SMS les mots « Tu es la seule à qui je fasse confiance avec eux ». Chaque fois que j'hésitais, cela cessait de ressembler à un compliment pour commencer à ressembler à un avertissement. Au moment où les vacances de printemps approchaient, je gardais cette semaine comme si c'était la dernière bonne chose qui m'attendait. J'avais une liste collée sur mon réfrigérateur avec tout ce que je devais emballer. Des alarmes réglées sur mon téléphone pour l'enregistrement du vol, et une voiture avec chauffeur déjà programmée pour m'emmener à l'aéroport avant l'aube. Mes collègues savaient que je serais parti. Mon responsable avait validé, et mes amis continuaient d'envoyer des captures d'écran du compte à rebours. Mes parents ne voyaient presque jamais les aspects qui m'épuisaient. Ils entendaient que j'étais chez ma sœur et supposaient que nous passions simplement du temps ensemble. Les rares fois où je mentionnais être fatigué, ma mère me rappelait que Delphine avait 2 jeunes enfants, et mon père disait que j'étais doué avec eux. Comme si cela réglait tout. Personne ne demandait ce que j'avais abandonné pour être là. Personne ne se demandait si je voulais un jour un week-end qui ne tournait pas autour de la routine du coucher et des horaires de sortie d'école de quelqu'un d'autre. Le dernier dimanche avant mon voyage, mes parents ont invité tout le monde à dîner chez eux. Ils font ça souvent. Ils aiment prétendre que nous sommes toujours une famille simple qui peut s'asseoir autour d'une table et parler de choses ordinaires. Je suis arrivé fatigué d'une longue semaine mais déterminé à garder la soirée calme. Je m'étais déjà promis de ne pas mentionner le voyage à moins que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je voulais une soirée tranquille avant que tout ne s'arrange ou ne s'effondre. Ma sœur est arrivée plus tard que tout le monde, avec les 2 enfants accrochés à ses jambes et un sac de collation pendant à une main. Elle a déposé le sac sur le comptoir, a salué nos parents et s'est glissée dans leur rythme habituel comme si elle n'avait pas passé la dernière année à traiter mon temps comme une extension de son calendrier. J'ai gardé les yeux sur la salade que je mélangeais, me rappelant que je partais dans quelques jours et que je n'avais qu'à survivre à une réunion de famille de plus. Nous avons mangé dans le salon avec la télévision bourdonnant en arrière-plan. La conversation rebondissait entre la météo et la circulation locale. J'attendais le moment où le sujet changerait. Il a changé. Quand ma sœur s'est penchée en arrière sur le canapé et a annoncé que sa nounou avait annulé et que les vacances de printemps seraient un désastre à moins que quelqu'un n'intervienne. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. Elle n'en avait pas besoin. La pause qui a suivi était familière. L'espace silencieux où tout le monde faisait semblant de réfléchir en attendant que je prenne la parole. Mes parents ont échangé un regard. L'un des enfants a demandé plus de jus. Le son de la télévision a rempli le silence jusqu'à ce qu'il semble être le seul bruit dans la pièce. Je leur ai dit que je partais toujours en voyage. Ma voix est sortie stable, presque plate. Je leur ai rappelé que mes vols étaient réservés, que mes jours de vacances étaient approuvés et que mes plans étaient fixés. Je n'ai pas présenté d'excuses. Je n'ai pas proposé de compromis. Je l'ai juste énoncé comme un fait concernant ma vie que personne d'autre n'était autorisé à réécrire cette fois-ci. L'atmosphère a changé. Ma sœur a finalement tourné la tête vers moi, son expression tendue d'une manière qui m'a noué l'estomac. Elle a commencé à énumérer les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'aide. L'école était fermée. Son mari était d'astreinte. L'argent était serré. La garde d'enfants dans notre région coûtait plus cher qu'il ne pouvait le gérer. Chaque phrase s'empilait sur la précédente comme une preuve dans une affaire où le verdict avait déjà été décidé. À la fin, elle a dit qu'elle pensait que la famille était censée être là quand c'était important. Mon père a posé son assiette sur la table basse. Il m'a regardé comme il le faisait quand j'étais adolescente et que je ne respectais pas le couvre-feu, comme si j'avais franchi une ligne dont j'ignorais l'existence. Il m'a dit que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à des vacances et non aux responsabilités qui se déroulaient ici à la maison. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais si fatigué. Il n'a pas demandé de quoi j'avais besoin. Tout ce qu'il voulait, c'était que je dise que j'annulerais. Ma mère a essayé d'apaiser les choses de la manière douce qu'elle utilise toujours, disant que tout le monde était stressé et que nous pourrions trouver une solution si j'étais flexible. Le mot « flexible » a atterri comme une pierre dans ma poitrine.
Dans notre famille, ce mot a toujours signifié que je devais être celle qui pliait. J'ai posé ma fourchette et croisé les mains sur mes genoux pour que personne ne voie à quel point elle tremblait. Je leur ai dit aussi calmement que possible que je n'annulais rien et que ma réponse n'allait pas changer. J'ai ajouté que j'étais heureuse de voir les enfants aux anniversaires et aux vacances, mais que ma vie ne pouvait plus tourner autour de la garde d'enfants d'urgence. Personne n'a parlé pendant un long moment. La télévision continuait de jouer. Ma sœur m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas la personne assise en face d'elle. J'ai rassemblé mes affaires sans me précipiter et je me suis levé. Mon père a ouvert la bouche comme s'il voulait dire autre chose, puis l'a refermée quand je n'ai pas détourné le regard. J'ai remercié ma mère pour le dîner, serré l'un des enfants dans mes bras quand il a couru vers moi, et je suis sorti vers ma voiture avec mes clés déjà à la main. La nuit après ce dîner, je me suis enfin permis d'expirer. De retour dans mon appartement, le silence semblait plus lourd que le trajet de retour. J'ai laissé tomber mes clés dans le petit plat en céramique près de la porte et je suis resté là un instant, écoutant le bourdonnement sourd de la circulation se dirigeant vers l'aéroport. Au-delà des immeubles, le faible clignotement des lumières de la piste apparaissait et disparaissait, et chacune me rappelait qu'il y avait encore une issue à tout cela si je tenais bon. Je me suis dit que dire non devant ma famille avait été la partie difficile. Mon téléphone n'était pas d'accord. Dès que je l'ai posé sur le comptoir, il a commencé à vibrer par rafales courtes et impatientes. Le premier message venait de ma sœur. Un seul bloc de texte qui remplissait l'écran. Elle écrivait à propos des écoles fermées, des quarts de travail de son mari, de son épuisement, et du fait que personne ne comprenait à quoi ressemblaient ses journées. Cela continuait encore et encore jusqu'à ce que les mots se brouillent. Quelque part au milieu, elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je choisirais un voyage plutôt qu'une vraie responsabilité, et qu'elle ne savait plus qui j'étais. Il n'y avait rien sur les années que j'avais déjà réorganisées autour d'elle. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone face contre terre comme s'il pouvait brûler un trou à travers le comptoir si je le fixais plus longtemps. Toute réponse envoyée à ce moment-là aurait ressemblé soit à une excuse, soit à une attaque, et j'avais fini de vivre à ces 2 extrêmes. Au lieu de cela, j'ai rempli la bouilloire, attendu que l'eau bouille et me suis assise à ma petite table de cuisine avec une tasse de thé et la liste de bagages collée sur le réfrigérateur. Passeport, chargeur, écouteurs, articles de toilette. Voir mes propres priorités écrites de ma main m'a calmé d'une manière qu'aucune conversation n'avait jamais faite. Quand j'ai finalement repris le téléphone, la discussion de groupe familial s'était transformée en un couloir bondé. Ma mère avait ajouté des messages disant que tout le monde était stressé et que nous devrions faire des compromis. Mon père avait écrit que nous devions être réalistes et penser à ce qui était le mieux pour les enfants. Dans son esprit, être réaliste signifiait généralement que c'était moi qui devais renoncer à quelque chose. Ma sœur avait déposé une photo du calendrier scolaire dans la discussion, avec des cercles autour des jours de congé, comme un argument visuel qui, selon elle, clora la discussion. Je n'ai pas répondu là-bas. J'ai ouvert un nouveau message à ma sœur à la place. J'ai tapé que je serais hors de la ville pour les vacances de printemps aux dates que je lui avais déjà données, que je ne prendrais pas en charge la garde des enfants cette semaine-là, et qu'elle devait trouver une autre solution. Les mots paraissaient raides sur l'écran, presque comme s'ils appartenaient à un courriel professionnel, mais au moins ils étaient clairs. J'ai lu le message plusieurs fois, vérifiant s'il y avait des contours flous qu'elle pourrait transformer en permission plus tard, puis j'ai appuyé sur envoyer. L'indicateur de frappe est apparu et a disparu sans réponse. Quand quelque chose est finalement apparu, c'était de retour dans le fil de discussion familiale, pas dans notre conversation privée. Ma sœur a posté une longue explication sur la façon dont elle avait tout essayé, comment certaines personnes refusaient d'aider, combien il était difficile d'être mère quand les autres ne voulaient pas intervenir. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais chaque ligne pointait directement vers moi. Quelques parents ont ajouté de petites réactions, l'équivalent numérique d'un hochement de tête depuis les lignes de touche. J'ai activé le mode « Ne pas déranger » et éteint la lumière principale, ne laissant que la douce lueur de l'extérieur s'étendre sur le sol. L'appartement semblait plus calme quand je me concentrais sur de petites tâches plutôt que sur de grandes émotions. J'ai sorti ma valise du placard, je l'ai ouverte sur le lit et j'ai plié les vêtements en piles nettes et délibérées. Chaque chemise et chaque jean ressemblait à une petite promesse faite à moi-même que je partais toujours. Plus tard, quand ma carte d'embarquement est devenue disponible, je me suis enregistré dès que l'application de la compagnie aérienne l'a permis. Regarder mon nom et mon numéro de siège apparaître sur l'écran était comme regarder une porte se verrouiller en place.
J'en ai imprimé une copie et je l'ai glissée dans la poche avant de mon sac à dos, puis j'ai revérifié les alarmes de mon téléphone pour le matin où je partirais pour l'aéroport. Plus ces détails devenaient concrets, moins il y avait de place pour que les plans de quelqu'un d'autre s'infiltrent. Le sommeil a pris son temps. Je suis resté allongé sur les couvertures, écoutant les moteurs lointains alors que les avions montaient dans le ciel, essayant de ne pas rejouer chaque phrase du dîner. La discussion de groupe est restée silencieuse, une bulle de conversation grise et vide que je refusais d'ouvrir à nouveau. J'ai fixé le plafond et compté les nuits restantes avant le début des vacances de printemps, me rappelant à chacune d'elles que j'avais déjà choisi à quoi ressemblerait cette semaine pour moi. Le lendemain au travail, la concentration ressemblait à quelque chose que je devais gagner plutôt qu'à quelque chose qui arrivait simplement. Mon téléphone s'allumait sur le bureau toutes les quelques minutes jusqu'à ce que je le tourne enfin face contre terre et l'enterre sous une pile de dossiers. Au déjeuner, la curiosité l'a emporté. J'ai déverrouillé l'écran et vu une nouvelle image de ma sœur attendant en haut de notre fil de discussion. C'était une photo d'un emploi du temps écrit à la main pour toute la semaine des vacances de printemps. Mon nom figurait dans les marges de chaque jour, crayonné du matin jusqu'au soir. En dessous, elle avait gribouillé des notes sur les heures de dépose, les routines du coucher, les collations préférées. Il y avait des flèches, des cercles et de petites étoiles à côté des activités qu'elle s'attendait clairement à ce que je gère. Il n'y avait pas un seul point d'interrogation sur la page. Une colère lente et épuisée s'est installée dans ma poitrine. J'ai fermé la photo et mis la conversation en sourdine. Ensuite, j'ai ouvert le portail des locataires de mon immeuble et j'ai fait défiler le règlement intérieur avec un niveau de concentration que je n'avais pas réussi à avoir de toute la journée. Caché entre les notes sur le ramassage des ordures et les permis de stationnement se trouvaient des lignes sur le vagabondage, sur le fait de laisser des mineurs sans surveillance, et sur les responsabilités des résidents lorsque quelqu'un essayait de transformer leur entrée en salle d'attente. Pour la première fois, je me suis permis de penser calmement à ce que je ferais si ma sœur décidait de se présenter à mon appartement et d'essayer de me refiler la semaine quand même. Le matin auquel je m'étais préparé est enfin arrivé. Je me suis réveillé avant mon réveil alors que le faible rugissement des avions montait et s'estompait à l'extérieur. L'immeuble était calme, le couloir silencieux, mais mon corps avait l'impression d'être déjà en plein vol. J'ai enfilé un jean et un pull et j'ai regardé le pen dormant verrouillé. La note sur la table d'entrée attendait à côté de ma valise. La veille au soir, j'étais descendu au bureau de location avec mes nerfs dissimulés derrière des questions neutres. Le responsable de la location était déjà parti, mais une employée nommée Bérénice Saunier était toujours à son bureau. J'ai demandé ce que les locataires étaient censés faire si quelqu'un essayait de laisser des enfants dans le couloir devant un appartement. La réponse de Bérénice a été calme et pratique. Les résidents n'étaient pas tenus d'accepter des enfants qu'ils n'avaient pas accepté de garder. Les mineurs ne devaient pas être laissés sans surveillance. Si cela se produisait, l'immeuble s'attendait à ce que vous appeliez à l'aide, et non à ce que vous absorbiez le problème en silence. Entendre cela exposé en termes simples m'a fait quelque chose. Ma famille avait traité ma réticence comme un défaut de personnalité. En quelques phrases, Bérénice a clairement indiqué que ce que je voulais n'était pas dramatique. C'était la sécurité de base. De retour à l'étage, je me suis assise à ma petite table et j'ai écrit la note. Je l'ai gardée tranchante et simple. J'ai dit que je ne fournirais pas de garde d'enfants pendant les vacances de printemps. J'ai écrit que laisser les enfants devant mon appartement tout en s'éloignant serait traité comme un abandon dans un couloir et que je contacterais la direction de l'immeuble et, si nécessaire, demanderais une visite de contrôle de bien-être. J'ai laissé de côté toute tentation d'expliquer ou de m'excuser. Il n'y avait que des limites et des conséquences. Rien que ma sœur ne puisse transformer en demi-promesse plus tard. Dans la fine lumière grise, j'ai glissé la page pliée dans une enveloppe et je l'ai posée près de la porte. Ma valise était prête, mon sac à dos appuyé contre elle, ma carte d'embarquement imprimée et glissée à l'intérieur. Le bruit de l'ascenseur atteignant mon étage a coupé le silence. Un instant plus tard, j'ai entendu le traînement de petits pieds, le frottement des sacs et le murmure bas de voix d'adulte. Ils se sont arrêtés juste devant. Des poings ont frappé le bois selon un motif que je connaissais par cœur. Je n'ai pas répondu. On a frappé à nouveau, plus fort cette fois, suivi du bruit sourd de quelque chose posé près du seuil. À travers le Judas, j'ai vu 2 sacs à dos alignés contre ma porte et le sommet de 2 petites têtes. Ma sœur se tenait au-dessus d'eux, la mâchoire serrée, son mari à côté d'elle avec une main sur la poignée d'une valise. J'ai senti mon pouls bondir,
puis je l'ai calmé en me concentrant sur l'enveloppe dans ma main. Je me suis penché et je l'ai glissé sous la porte, regardant le bord blanc disparaître vers leurs chaussures. Ma sœur l'a ramassée et l'a ouverte dans le couloir. Ses yeux ont parcouru la page. La confusion a d'abord traversé son visage, puis une incrédulité vive qui a tendu ses épaules. Son mari s'est penché pour parcourir les lignes, sa bouche pressée en une ligne plate et mécontente. Je ne pouvais pas entendre chaque mot à travers la porte, mais le volume de leur voix a monté rapidement. J'ai saisi des fragments, des accusations sur la famille et la loyauté, et sur le fait de transformer quelque chose de privé en quelque chose d'officiel. Les enfants changeaient de pied, jetant des coups d'œil entre les adultes et ma porte silencieuse. Chaque pic dans la frustration de leurs parents se propageait dans le couloir. J'ai gardé mes mains sur mes côtés et je me suis concentré sur ma respiration. C'était le moment où chaque « oui » précédent les avait entraînés à attendre une réponse différente. La pression dans leur voix ne m'a pas fait bouger. Je leur avais donné ma réponse il y a des jours avec des mots. C'était la version écrite soutenue par des règles qui se moquaient de savoir depuis combien de temps quelqu'un s'appuyait sur moi. Finalement, le bruit a changé. Les fermetures à glissière ont crissé. Le tissu a raclé contre le sol. Les sacs à dos ont été soulevés au lieu d'être laissés derrière. Le petit groupe de corps s'est éloigné de ma porte, les pas s'estompant vers l'ascenseur. Il y a eu une dernière explosion de voix élevées. Puis les portes se sont fermées avec un cliquetis étouffé. Quand j'ai ouvert la porte quelques minutes plus tard, le couloir était vide. L'enveloppe gisait sur le sol juste à l'intérieur. La note repoussée sous le seuil dans un pli froissé. Je l'ai lissée, pliée à nouveau et placée dans la poche avant de mon sac à dos à côté de ma carte d'embarquement. Cela ressemblait moins à un avertissement maintenant et plus à une ligne tracée à l'encre que j'avais l'intention de respecter. La première chose que j'ai faite après que le couloir soit devenu silencieux a été de verrouiller à nouveau le pen dormant. Mes mains tremblaient encore, mais pas de peur. C'était plutôt comme le tremblement qui survient après avoir enfin posé quelque chose de lourd que vous faisiez semblant de porter facilement. J'ai posé mon sac à dos sur la table, sorti la note froissée de la poche avant et je l'ai lissée avec ma paume. L'encre semblait plus sombre maintenant qu'elle avait fait son travail. J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone et une autre du couloir vide à l'extérieur. Pas de sac à dos, pas d'enfant, personne qui attendait. Les images sont allées dans un dossier que j'avais commencé la veille au soir, assise à mon ordinateur portable pendant que le portail des locataires était ouvert dans une autre fenêtre. J'ai nommé le dossier quelque chose de simple que je ne serais pas gêné de montrer plus tard si je devais le faire. Quand le bureau de location a ouvert, je suis descendu. Bérénice était là encore avec une tasse de café et une pile de formulaires de maintenance sur son bureau. J'ai attendu qu'elle termine un appel, puis je lui ai dit que la situation dont nous avions parlé la veille s'était presque produite. J'ai gardé une voix égale en décrivant les sacs à dos, les enfants et la dispute à travers la porte. Je lui ai montré les photos et la note. Bérénice a écouté sans m'interrompre. Elle a regardé les photos, puis a affiché le flux de la caméra de mon étage sur son écran. J'ai regardé son expression changer par petits incréments prudents alors qu'elle faisait défiler les images. Elle n'a pas fait de grimace dramatique ni de halètement. Elle a juste hoché la tête lentement et a dit qu'elle pouvait en voir assez pour comprendre ce qui s'était passé. Elle a imprimé une copie de la politique de l'immeuble sur le fait de laisser des mineurs sans surveillance dans les zones communes et a surligné les parties qui s'appliquaient. Elle a dit qu'elle déposerait un rapport d'incident et joindrait les captures d'écran des caméras ainsi que les photos que j'avais prises. Son ton est resté calme, presque routinier, et cette stabilité a rendu la respiration plus facile. Avant que je parte, Bérénice a demandé si je m'attendais à ce que ma famille revienne pendant que j'étais hors de la ville. Je lui ai dit que j'espérais que non, mais que l'histoire suggérait qu'ils pourraient essayer à nouveau s'ils décidaient qu'ils étaient assez désespérés. Elle a noté mes dates de voyage et a dit que si quelqu'un essayait de laisser des enfants à ma porte pendant mon absence, le personnel le signalerait et noterait que j'avais déjà refusé de prendre la responsabilité. Il n'y avait rien de tranchant ou de menaçant dans ces paroles. C'était juste la procédure. La procédure était exactement ce dont j'avais besoin. De retour à l'étage, mon téléphone s'était rempli de nouveaux messages. Ma sœur avait envoyé une série de messages textes courts qui alternaient entre me traiter de froide et prétendre qu'elle n'avait jamais vraiment prévu de s'éloigner des enfants. Mon père a ajouté qu'impliquer l'immeuble et mentionner tout type de rapport allait trop loin. Ma mère a envoyé une ligne disant qu'il s'agissait d'un problème familial qui devait rester au sein de la famille.
J'ai tout lu une fois, puis j'ai tapé un seul message en retour dans la discussion de groupe. J'ai écrit que je ne discuterais plus de garde d'enfants, que j'avais rendu mes plans clairs par écrit et que quiconque viendrait à ma porte en attendant que je prenne les enfants serait renvoyé. Je ne me suis pas défendu et je n'ai pas énuméré les fois où j'avais aidé par le passé. Je ne leur ai pas parlé du dossier sur mon téléphone ou du rapport que Bérénice déposait. J'ai juste énoncé à nouveau les limites et mis le fil de discussion en sourdine. Le reste de cette semaine a avancé par sauts inégaux. Le travail semblait à la fois normal et légèrement flou, comme si mon emploi se déroulait derrière une vitre. Les collègues parlaient de leur propre voyage de printemps, se disputant sur la taille des bagages et les escales. J'ai répondu au courriel, terminé les tâches et coché les éléments de ma liste. Mais une partie de mon esprit restait dans ce couloir, rejouant l'image des sacs à dos alignés contre ma porte. Chaque soir, je passais devant les portes de mes voisins et je me demandais combien d'entre eux avaient entendu les voix élevées ce matin-là. Les appartements de la région ne sont pas construits pour l'intimité. Le son traverse les murs comme de l'eau. J'ai ressenti une lueur de honte à la pensée de la dispute de ma famille se déversant dans le couloir, puis je me suis souvenu de qui l'avait amené là et pourquoi. 2 jours avant mon vol, un courriel du bureau de location est apparu dans ma boîte de réception. Il m'était adressé mais rédigé dans le style formel qu'ils utilisent lorsque quelque chose pourrait devoir être ressorti plus tard. Il résumait l'incident, référençait les images de la caméra et rappelait la politique concernant les mineurs dans les zones communes. Il se terminait en confirmant que l'immeuble comprenait que je n'avais pas accepté de fournir de garde d'enfants et que le personnel réagirait en conséquence si une situation similaire se produisait. Je l'ai lu 2 fois et j'en ai sauvegardé une copie dans le même dossier que les photos. Voir tout exposé dans un langage neutre rendait la chose plus réelle que n'importe quelle conversation familiale ne l'avait jamais fait. Il n'y avait pas de culpabilisation dans ce courriel. Pas de discours sur la loyauté ou le sacrifice. Juste des faits et des responsabilités. La veille de mon départ, j'ai emballé les dernières de mes affaires. La fermeture à glissière de la valise s'est fermée avec un son final solide. J'ai réglé mon réveil bien avant le lever du soleil, organisé une prise en charge par une voiture avec chauffeur via l'application, et revérifié que ma carte d'embarquement était toujours dans mon sac à dos avec mon passeport et la note pliée. L'appartement semblait différent avec tout rassemblé près de la porte, comme si la pièce elle-même se préparait à expirer. Mon téléphone s'est allumé une fois de plus sur le comptoir. Un nouveau message de ma sœur attendait en haut de l'écran, plus long que les autres. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai tourné l'écran face contre terre, glissé le téléphone dans mon sac et je l'ai laissé là. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais commencer un voyage sans attendre qu'une demande de dernière minute me tire en arrière. Quand je me suis enfin allongé, la circulation de l'aéroport à l'extérieur s'est fondue dans un bruit sourd et constant. Les avions s'élevaient dans l'obscurité, se dirigeant vers des endroits où personne ne savait rien de ma famille ni des disputes qui avaient rempli notre discussion de groupe. J'ai fermé les yeux et laissé cette pensée s'installer. Au matin, je les rejoindrai. Le matin est arrivé tôt, et pour une fois, la seule urgence dans la pièce était la mienne. Je me suis habillé, j'ai attrapé mon sac à dos et j'ai vérifié le pen dormant par habitude. La carte d'embarquement, le courriel imprimé du bureau de location et la note pliée se trouvaient ensemble dans la poche avant comme une petite pile de preuves que j'avais le droit de vivre ma propre vie. Dehors, un autre avion est passé bas au-dessus de l'immeuble, et pour la première fois, cela ressemblait à une invitation plutôt qu'à un bruit de fond. Le trajet vers l'aéroport s'est déroulé sans incident. Mon téléphone vibrait régulièrement dans ma main, mais j'ai laissé l'écran noir. Le chauffeur parlait de vols matinaux et de longues files d'attente à la sécurité. J'ai regardé la ville défiler et j'ai laissé la distance grandir entre moi et le couloir où ma sœur avait essayé de laisser son problème à ma porte. Au moment où je me suis assise à la porte d'embarquement, entouré d'inconnus aux prises avec leurs propres bagages et projets, les attentes de ma famille semblaient plus petites qu'elles ne l'avaient jamais été. Quand l'avion a décollé, la ville a rétréci pour devenir un assemblage de rues et de lumière sous l'aile. J'ai regardé par le hublot et j'ai réalisé que personne ne pouvait frapper à ma porte. Personne ne pouvait pousser des sacs à dos contre elle. Personne ne pouvait exiger quoi que ce soit de moi à 10 000 mètres d'altitude. Quoi qu'il décide de dire sur moi maintenant, cela se passerait au sol sans ma participation. Les vacances de printemps ne se sont pas transformées en un montage de film sur la guérison. Elles m'ont juste donné une semaine où mon nom n'était pas synonyme de garde d'enfants gratuite. J'ai dormi sans garder une oreille attentive aux messages.
J'ai passé des matinées lentes autour d'un café avec des amis qui me connaissaient en tant que personne plutôt qu'en tant que ressource. Quand je parlais de mes projets ou de mon travail ou de ce à quoi je voulais que l'année prochaine ressemble, personne ne m'interrompait pour demander si j'étais libre pour les aider ce week-end-là. L'absence de cette question était plus forte que n'importe quelle excuse que je n'ai jamais reçue. Une fois, par habitude, j'ai ouvert la discussion de groupe familial. Elle était pleine de longs paragraphes sur le devoir, la loyauté et ce que signifiait faire partie d'une famille. Les mots étaient assez familiers pour que je puisse presque les réciter. Mais quelque chose en moi avait changé. Au lieu de faire défiler jusqu'à la fin et de taper une défense, j'ai fermé le fil de discussion et je suis retourné à ma journée. L'ignorer ressemblait moins à une fuite qu'au refus de me tenir dans un tribunal où je n'avais jamais accepté d'entrer. Quand je suis rentré chez moi, mon appartement ressemblait exactement à la façon dont je l'avais laissé. Pas de sac, pas de jouets, aucun signe que quelqu'un avait essayé de tester les limites que j'avais fixées. Une lettre du bureau de location m'attendait dans ma boîte aux lettres, une version finale du rapport d'incident que j'avais déjà vu. Elle décrivait la scène du couloir dans un langage sec et prudent, et confirmait que l'immeuble comprenait que je n'avais jamais consenti à rien de tout cela. En lisant ces phrases, j'ai ressenti une sorte de validation que ma famille n'avait jamais offerte. Quelqu'un en dehors de l'histoire convenant que mes limites étaient raisonnables. Ma sœur a cessé de venir à ma porte après ça. Elle est passée à parler de moi dans des endroits où je n'étais pas invité, principalement lors de dîners avec mes parents. D'après ce qu'ils ont répété plus tard, elle s'est présentée comme épuisée et abandonnée, une mère forcée de tout porter seule pendant que je me choisissais moi-même. Quand ils ont mentionné la politique de l'immeuble et le risque de laisser les enfants sans surveillance, le ton à sa table a changé. Pour la première fois, les conséquences n'étaient pas juste mon imagination ou ma menace. Elles étaient une mesure de la proximité avec laquelle elle avait failli franchir une ligne qu'aucun de nous ne pouvait faire semblant d'ignorer. Dans les mois qui ont suivi, nos rôles se sont réorganisés. Mes parents ont commencé à planifier leur propre visite avec les enfants. Au lieu de supposer que je serais toujours disponible, la discussion de groupe est devenue silencieuse de mon côté. Je l'ai bloqué et j'ai gardé un fil de discussion plus petit ouvert uniquement avec mes parents, à une condition, si la conversation se transformait en discussion sur mes choix, je me retirerais. Je le pensais vraiment. Et ils l'ont appris à la dure. Quand j'ai arrêté de répondre quelquefois et que je ne me suis pas précipité pour raccommoder les choses, exclure ma sœur de ma vie quotidienne n'a pas ressemblé à une vengeance. Cela ressemblait à croire enfin à ma propre version de l'histoire. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait absorber tout ce que les autres ne pouvaient pas ou ne voulaient pas gérer. Chaque fois que je disais oui contre mon meilleur jugement, je leur apprenais que mon temps ne coûtait rien. Dire non n'a pas soudainement changé qui ils étaient, mais cela a changé ce que j'étais prêt à permettre. S'il y a une leçon dans tout cela, c'est que les limites ne servent pas à punir les autres. Elles servent à protéger les parties de vous qui s'épuisent lorsque vous les cédez trop librement. La famille peut être une source de réconfort, mais elle peut aussi devenir l'endroit où votre générosité est traitée comme une obligation. Quand cela arrive, se choisir soi-même paraîtra égoïste aux personnes même qui profitaient du fait que vous ne vous choisissiez jamais auparavant. Je suis encore en train de découvrir à quoi ressemble ma vie sans la pression constante de tout laisser tomber quand quelqu'un d'autre claque des doigts. C'est plus calme maintenant, parfois plus solitaire, mais cela semble honnête. Mon temps m'appartient à nouveau. Ma paix aussi. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si une partie de celle-ci vous a semblé familière, j'espère qu'elle vous donne la permission de protéger vos propres